Parmi les collines vertes du Delaware, à seulement quelques miles des autoroutes bruyantes, se dresse un mur. Ce n'est pas une simple clôture, c'est une cicatrice de pierre haute de 9 pieds, qui s'étend sur des centaines de mètres, coupant le paysage en deux. Si l'on s'approche, on peut remarquer dans l'ancienne maçonnerie un éclat étrange et sinistre. La légende raconte qu'il y a 100 ans, le propriétaire de cet endroit ordonna d'encastrer dans le sommet du mur des milliers d'éclats acérés de verre brisé. Pourquoi? Pas pour se protéger des voleurs. Cet homme avait tant d'argent que le vol lui semblait une petite nuisance. Non, ce verre était destiné aux personnes portant le même nom de famille que lui, à ses frères, cousins et anciens amis. Ce mur fut construit non pas pour préserver la richesse, mais pour préserver un cœur brisé. Derrière ce mur se cache l'un des palais les plus majestueux et en même temps les plus tristes d'Amérique, le domaine de Nemours. 77 pièces remplies d'or, de marbre et de silence. Des jardins qui rivalisent en échelle avec Versailles. Un lieu où chaque pierre crie l'amour et chaque couloir murmure la trahison. Nous avons l'habitude de penser que l'histoire du succès de la famille Dupont est une chronique ennuyeuse d'usines chimiques et de comptes bancaires. Mais l'histoire de Nemours n'est pas sur la chimie. C'est l'histoire d'un homme qui possédait des millions, mais qui serait mort dans la misère pour tenir la main de cette unique femme que le monde entier appelait une femme déchue. Qui était cet homme qui a construit son propre Versailles sur une terre imprégnée de poudre et de haine? Il s'appelait Alfred Irénée Dupont. Et au début du XXe siècle, il était la brebis galeuse de la dynastie la plus puissante d'Amérique. Imaginez un homme qui ressemble non pas à un banquier lisse de Wall Street, mais à un héros de roman d'aventure. Un œil couvert d'un bandeau ou d'une prothèse de verre, résultat d'une explosion à la chasse, bien que les mauvaises langues murmuraient d'un duel, il entendait mal, mais voyait parfaitement la fausseté. Il aimait la musique plus que l'argent, et ses chiens plus que ses parents. Alfred était né dans un palais, mais ses mains étaient toujours couvertes de poudre noire. Contrairement à ses cousins, qui préféraient les bureaux propres, Alfred a grandi dans les ateliers où n'importe quelle étincelle pouvait transformer un homme en poussière. En 1902, c'est ce rebelle borgne qui sauva l'empire familial d'une vente honteuse aux concurrents. Quand les anciens du clan décidèrent de vendre l'entreprise pour 12 millions de dollars, Alfred frappa du poing sur la table. Il dit qu'il ne permettrait pas que l'héritage des ancêtres parte aux enchères, et avec 2 cousins, racheta la compagnie. On pourrait penser que c'était le début d'une grande amitié et d'un triomphe. Mais le pouvoir fait des choses étranges aux gens. Il ne s'est écoulé que quelques années, et ceux qui l'avaient sauvé se sont retournés contre lui. Pourquoi? Parce qu'Alfred avait commis un péché impardonnable. Il avait osé tomber amoureux de la mauvaise femme. Dans la haute société du début du XXe siècle, il existait des règles plus strictes que dans l'armée. On ne divorce pas. On n'épouse pas de divorcés. On ne mélange pas le sang pur du capital avec le scandale. Alfred avait violé tout cela d'un coup. Il avait quitté sa première femme et ses enfants pour Alicia Bradford, une femme que la famille Dupont considérait comme une catastrophe. Alicia était belle, intelligente et, pis que tout, elle était l'ex-femme du secrétaire d'Alfred. Pour le clan puritain des Dupont, c'était une déclaration de guerre. On cessa d'inviter Alfred aux réceptions. On lui tournait le dos dans la rue. Son nom était rayé des listes d'invités. Et alors, Alfred prit une décision. Si le monde n'accepte pas sa reine, il en construira un pour elle. Un monde comme l'Amérique n'en avait jamais vu. En 1909,
Au cœur de ce blocus social, le travail bouillonna sur une colline près de Wilmington. Des centaines d'ouvriers, des dizaines d'architectes, des navires chargés de pierres françaises et de marbre italien convergèrent vers le domaine. Alfred conçut une maison qui, par sa grandeur, fermerait la bouche à tous ses ennemis. Une maison qui dirait « Regardez ce que j'ai accompli sans vous ». Mais derrière ce pathos extérieur se cachait une vulnérabilité profonde et douloureuse. Le mur de verre brisé s'élevait, séparant les amoureux des regards condamnateurs. Mais Alfred ignorait une chose. Il construisait une forteresse pour un bonheur déjà condamné. Le destin lui préparait un coup dont ni le marbre, ni les millions de dollars, ni la clôture de 9 pieds ne le protégeraient. Tandis que les architectes de New York traçaient les plans de magnifiques colonnades, dans l'ombre se tenait déjà une silhouette prête à transformer ce triomphe en mausolée. Qui pouvait savoir que ce palais deviendrait la toile de fond de la plus courte et la plus tragique des contes de fées des milliardaires américains? Pour comprendre comment un homme a osé défier toute sa famille, il faut regarder ses mains. Les mains d'Alfred Irénée Dupont étaient rarement propres. Il était né en 1864, mais son enfance ne ressemblait pas à un conte de fées d'un Golden Boy. Il perdit tôt ses parents et grandit au milieu du vacarme des concasseurs et de l'odeur âcre du soufre dans les usines de poudre à canon au bord de la rivière Brandywine. Tandis que ses cousins apprenaient la danse et l'étiquette, Alfred apprenait à survivre. Il connaissait la chimie non pas par les manuels, mais par les explosions qui secouaient périodiquement la vallée, emportant la vie des ouvriers. C'est là, au milieu du danger et de la poussière noire, que s'est formée sa philosophie dure. La vie n'est pas un don, mais un mécanisme qu'il faut régler. Alfred était un génie de la mécanique et un fanatique du travail. Il avait commencé du plus bas, en travaillant comme simple apprenti. Cela lui avait donné ce que les autres membres du clan n'avaient pas: le respect inconditionnel des gens simples et la compréhension absolue de la façon dont la richesse est créée. Il voyait l'argent non comme un but, mais comme un outil, semblable à une clé à molette ou à un marteau à vapeur. Mais son vrai talent s'est manifesté non dans l'atelier, mais à la table des négociations, quand l'histoire de la famille s'est approchée du bord de l'abîme. En 1902, les anciens de la famille, fatigués de la gestion et effrayés par la mort du chef de l'entreprise Eugène Dupont, décidèrent de vendre l'affaire. Le prix était ridicule pour un empire de cette envergure, 12 millions de dollars. L'acheteur devait être le principal concurrent, la compagnie Laughlin et Rand. Pour Alfred, c'était comme vendre la patrie. Quand il apprit la vente en préparation, il fit irruption au conseil d'administration. Son argument était simple et audacieux. « J'achèterai la compagnie ». Les anciens rirent. Alfred n'avait pas 12 millions. Il n'avait qu'une part dans l'affaire et des ambitions. Mais il avait un plan que l'on appellerait aujourd'hui un chef-d'œuvre de raid corporate. Il s'allia à 2 cousins, le charismatique T. Coleman et le financier froid Pierre S. Dupont. Alfred proposa un schéma selon lequel il ne dépensait pas un centime en liquide. Ils émirent des actions d'une nouvelle corporation et payèrent les vendeurs avec elles, en utilisant les actifs de la compagnie elle-même comme garantie. C'était un bluff multiplié par un calcul génial. La transaction eut lieu. Les 3 cousins devinrent les nouveaux rois de l'empire de la poudre. Alfred, en tant que producteur le plus expérimenté, occupa le poste de vice-président et se chargea de la modernisation des usines. Sous sa direction, l'efficacité s'envola aux cieux. Il se sentait victorieux. Il avait sauvé l'héritage. Il était riche. Il était nécessaire. Mais dans ce triumvirat germait déjà le grain de discorde. Alfred était un homme du siècle précédent, direct, un peu grossier, valorisant la loyauté personnelle au-dessus de l'éthique corporative. Son cousin Pierre était un homme du futur,
un calculateur impitoyable pour qui les chiffres comptaient plus que les liens de famille. Alfred ne remarqua pas comment son rôle de sauveur commença à irriter les partenaires. Ils pensaient que leur alliance était indestructible, scellée par le sang et la poudre. Ils ne comprenaient pas que dans le monde des grosses fortunes, la gratitude est le produit qui se périme le plus vite. Tandis qu'Alfred modernisait les machines et améliorait les conditions pour les ouvriers, Pierre et Coleman tissaient une complexe toile financière dans laquelle l'ingénieur naïf n'aurait bientôt plus sa place. Alfred avait gagné la bataille pour l'accompagner, mais il ne savait pas encore que cette victoire deviendrait le prologue de sa guerre personnelle, la plus terrible. Il était prêt aux explosions à l'usine, mais s'avéra complètement non préparé à l'explosion dans sa propre maison. Alfred était un homme de passion, et cette passion trouva son exutoire dans la femme qui renversa son monde. Alicia Bradford. Elle n'était pas une débutante mondaine typique. Elle était intelligente, belle, et portait le stigmate de femme divorcée avec un enfant. À cette époque, c'était une condamnation sociale. Mais pour Alfred, elle devint l'air. En 1907, ignorant tous les avertissements, il l'épousa. Ce n'était pas simplement un mariage, c'était un défi. La famille Dupont, menée par des tantes Guindet et le calculateur Pierre, répondit par un silence glacial. Presque personne ne vint à leur mariage. Les cadeaux étaient renvoyés. Les portes des meilleures maisons de Wilmington se fermèrent au nez des jeunes mariés. Alfred se trouva dans une situation paradoxale. Il était l'un des hommes les plus riches d'Amérique, copropriétaire d'une gigantesque corporation. Mais dans sa propre ville, il devint un paria. Ses cousins le regardaient comme un fou, qui avait mis les sentiments au-dessus de la réputation du clan. Mais ils sous-estimèrent son entêtement. Alfred décida que si l'ancien monde rejetait sa reine, il en créerait un nouveau pour elle. Il ne frapperait pas aux portes fermées. Il construirait un palais devant lequel les maisons de ses parents sembleraient des misérables taudis. C'est ainsi que naquit l'idée de Nemours. Ce ne devait pas être simplement une maison. Alfred se tourna vers ses racines françaises, vers l'époque des rois et du pouvoir absolu. Il engagea les architectes new-yorkais Carrère et Hastings, créateurs du bâtiment de la bibliothèque publique, et leur donna carte blanche. Il voulait transplanter Versailles sur le sol américain. Les murs devaient être en calcaire pour briller au soleil, et le style devait crier un goût impeccable que, selon la famille, Alfred n'avait pas. Chaque colonne, chaque arche était conçue comme une gifle à ceux qui murmuraient dans son dos. C'était la fusion des capitaux du Nouveau Monde et de l'esthétique du Vieux Monde, née de l'amour et de la soif de revanche. La construction commença, et le bruit du chantier couvrit le murmure des commérages. Quand les lourdes portes forgées s'ouvrirent en 1910, les rares élus admis à l'intérieur restèrent figés d'émerveillement. Nemours ne ressemblait pas à un cosy nid familial. C'était une déclaration d'indépendance architecturale, taillée dans le calcaire. 77 pièces, 47 000 pieds carrés d'absolue symétrie. Alfred Irénée Dupont, que les parents considéraient comme un ingénieur grossier, avait créé un espace d'une beauté si raffinée qu'il faisait taire même les critiques les plus malveillants. La maison était conçue dans le style Louis XVI, imitant le Petit Trianon à Versailles, mais le surpassant en équipement technique. La première chose qui frappait le visiteur, c'était le hall de réception. Le sol était pavé de dalles de marbre noir et blanc, créant un rythme hypnotique qui guidait le regard vers l'escalier d'honneur. La lumière coulait à travers d'immenses fenêtres, se reflétant dans des lustres de cristal, chacun valant une fortune. Mais il n'y avait pas ici de sensation de chaleur. C'était le royaume d'une perfection froide. Alfred, qui avait perdu Louis,
valorisait l'harmonie visuelle plus que sonore. Les murs étaient ornés de tapisseries qui se souvenaient des châteaux de la noblesse française, et les meubles étaient choisis de manière à ce que chaque chaise rappelle à l'invité « Vous êtes en présence d'un pouvoir royal ». Même version américaine. Cependant, l'âme véritable de la maison se cachait non dans le doré, mais dans les détails d'ingénierie. Alfred restait mécanicien jusqu'à la moelle des os. Derrière les panneaux antiques se dissimulaient les systèmes les plus modernes de chauffage et d'électricité. Dans les caves fonctionnait une installation propre à la production de glace et une station d'épuration d'eau. C'était un paradoxe incarné en béton et en velours. Extérieurement, la maison regardait vers le passé, vers l'époque des rois, mais son cœur battait au rythme du futur industriel. Alfred semble dire à sa famille « J'honore les traditions mieux que vous, mais je maîtrise un progrès qui vous est inaccessible. » Une place particulière était occupée par la salle de musique. Alfred, malgré ses problèmes d'ouïe, était un musicien et compositeur passionné. Il y installa non pas simplement un piano, mais un système des plus complexes, un orgue éolien, dont les tuyaux étaient cachés derrière les murs pour que le son enveloppe l'auditeur de toutes parts. Ici, assis à l'instrument, l'homme d'affaires dur se transformait en rêveur. Il jouait pour Alicia, et la vibration de la musique dans ses murs était leur langage secret, inaccessible au monde extérieur. Mais l'élément le plus grandiose du domaine fut le jardin. Alfred ordonna de créer la longue allée, une perspective s'étendant au loin sur près d'un tiers de mille. Le long d'elle s'alignaient des cèdres japonais et des châtaigniers, et à la fin, comme au foyer d'une lunette, s'élevait une colonnade avec une statue de Diane chasseresse. C'était le plus grand jardin à la française en Amérique du Nord. Le spectateur, debout sur la terrasse de la maison, se sentait maître de l'horizon. Chaque ligne, chaque buisson de buis taillé obéissait à la volonté du maître. C'était une tentative d'ordonner le chaos qui régnait dans ses relations avec sa famille. Le domaine était rempli de portraits d'ancêtres. Dans la salle à manger, derrière la longue table capable d'accueillir des dizaines d'invités, les visages sévères des fondateurs de la dynastie Dupont regardaient depuis les murs. Alfred les avait placés là exprès pour montrer qu'il n'était pas un renégat. Il était le seul vrai gardien du feu. Il dînait sous leur regard, comme pour prouver aux morts ce que les vivants refusaient d'admettre. Nemours était une cage dorée, construite avec amour, mais ses murs étaient trop épais pour laisser entrer la spontanéité. C'était une maison musée, encore de son vivant, des maîtres, où chaque vase était à sa place, et le temps semblait figé en attente de la catastrophe. Tandis que les architectes polissaient le marbre de Nemours, dans les salles de réunion de la compagnie Dupont, se déroulait un drame digne de la plume de Shakespeare. La grande maison, conçue comme symbole de triomphe, se transformait rapidement en forteresse d'un roi assiégé. En 1915, un événement se produisit qui fendit définitivement le clan et plaça Alfred devant un terrible choix moral. Préserver la paix dans la famille ou lutter pour ce qu'il considérait comme justice. Son cousin Pierre, ce même financier froid, accomplit une manœuvre secrète. Dans le dos d'Alfred, il racheta un énorme paquet d'actions au troisième partenaire, T. Coleman Dupont. La transaction fut menée en secret, transformant instantanément Pierre en maître unique de l'Empire. Pour Alfred, ce n'était pas simplement une défaite business. C'était un coup de poignard dans le dos de l'homme qu'il avait sauvé et élevé au sommet. L'honneur, un concept avec lequel Alfred ne marchandait pas, fut piétiné. Et ici, nous voyons le côté sombre de notre héros. Alfred ne recula pas, ne se résigna pas. Il déclara la guerre à son propre sang.
Il attaqua ses cousins en justice, commençant un procès que la presse appela « la bataille des millionnaires ». La famille se scinda en deux. Les frères cessèrent de parler aux sœurs. Les parents interdisaient aux enfants de jouer avec leurs cousins. Alfred, propriétaire du fabuleux Nemours, se transforma en vengeur obsédé. Avait-il raison? Juridiquement, peut-être. Mais moralement, il brûlait les ponts qui reliaient les générations. Le spectateur doit se poser la question: où s'arrête le principe et commence l'orgueil? La part corporative valait-elle la peine de transformer les dîners familiaux en champs de bataille? Mais le destin, comme pour le punir de cette intransigeance, préparait un coup d'un autre côté. Nemours était construit comme un temple d'amour pour Alicia. Elle était la seule personne pour qui Alfred supportait l'isolement. Elle était la maîtresse de ce Versailles, son cœur. Mais les murs du palais ne purent la protéger de la fragilité de la vie humaine. En janvier 1920, seulement 10 ans après l'achèvement de la construction de la maison de rêve, Alicia mourut. Cela se produisit soudainement. La femme pour qui Alfred avait bouleversé le monde s'en alla, le laissant seul, au milieu de couloirs infinis et de miroirs dorés. La mort d'Alicia dévalua instantanément tout. Les millions sur les comptes, les victoires aux tribunaux, la grandeur de l'architecture. Du jour au lendemain, les 77 pièces de Nemours se remplirent d'un silence assourdissant. Imaginez Alfred en ces jours. Il a 56 ans. Il est partiellement sourd, aveugle d'un œil, rejeté par la plus grande partie de sa famille et maintenant veuf. Il erre dans les salles où chaque meuble avait été choisi par elle. Il regarde le jardin qu'ils avaient planifié ensemble et y voit non la beauté, mais un monument à sa perte. Sa fierté, sa lutte intransigeante contre ses cousins, tout cela devint soudain petit et insignifiant face au souffle glacé de la mort. C'est précisément à ce moment que le héros devient ambigu. Nous le plaignons, mais nous voyons aussi l'homme qui a construit une cage dorée et y est resté enfermé. Il a gagné la richesse, mais perdu le bonheur. Nemours, conçu comme symbole d'amour, se transforma en mausolée. Alfred aurait pu s'effondrer, aurait pu sombrer dans l'alcoolisme ou partir en Europe pour s'oublier. Mais il resta. Il continua de vivre dans la maison où le fantôme d'Alicia était dans chaque reflet. C'était son enfer personnel et son paradis personnel à la fois. Et c'est précisément ici, au fond du désespoir, que devait se produire sa dernière transformation. La tragédie ne le tua pas. Elle le força à chercher un nouveau sens qui dépassait les limites de son propre ego et de sa guerre infinie avec le nom Dupont. Le silence à Nemours après la mort d'Alicia pouvait rendre fou. Alfred, ayant perdu Louis et l'amour de sa vie, errait dans les 77 pièces comme un fantôme. Sa célèbre guerre avec ses cousins perdit soudain son sel. Il semblait que la fin était prévisible. La mort solitaire d'un milliardaire paria dans une cage dorée. Mais en 1921, le scénario changea. Sur scène entra Jessie Ball, une institutrice de Virginie, une femme au tempérament d'acier et à l'esprit pragmatique. Elle devint non seulement sa troisième épouse, mais l'architecte de son âme. Jessie redirigea l'énergie furieuse d'Alfred de la vengeance destructrice vers la création. Si la famille Dupont l'avait rejeté, il décida d'être le père de tout l'État. À cette époque, en Amérique, la vieillesse pour les pauvres signifiait la faim ou une maison de travail humiliante. Alfred proposa aux autorités du Delaware de créer un fonds de pension. Les politiciens refusèrent, invoquant un manque de budget. Alors Alfred
accomplit un acte sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Il sortit son chéquier et dit « Je paierai pour tous ». Il engagea personnellement une équipe qui trouva chaque vieillard dans le besoin dans l'État. Des milliers de chèques signés par le rebelle borgne volèrent vers les maisons délabrées du Delaware. L'homme qui avait construit le palais le plus luxueux nourrissait maintenant ceux qui n'avaient pas de toit. C'était une transformation complète. Le mur de verre brisé, qui servait auparavant de symbole d'isolement, protégeait désormais un philanthrope dont le cœur s'était ouvert aux inconnus. Sous l'influence de Jesse, Alfred repensa aussi au destin de Nemours. Il comprit que posséder signifie préserver pour les autres. Il décida que, après sa mort, le domaine ne reviendrait pas à des parents et ne partirait pas aux enchères. Il légua de transformer son Versailles personnel en hôpital pour enfants et en parc public. Tandis que son cousin Pierre accumulait des millions et le pouvoir corporatif, Alfred accumulait quelque chose de plus grand, l'immortalité par le service. Il trouva la paix, non dans la victoire sur ses ennemis, mais en donnant tout ce qu'il avait. Alfred Irénée Dupont quitta la vie en 1935. Mais contrairement à de nombreux magnats de l'âge d'or, dont les noms ne restent que sur les tombes, son histoire ne s'acheva pas aux funérailles. Jessie Ball Dupont, fidèle gardienne de sa volonté, transforma leur maison en puissant instrument de bien. Aujourd'hui, le nom Nemours est associé en Amérique non à la poudre, aux explosions ou aux scandales familiaux, mais à l'un des plus grands systèmes de médecine pédiatrique au monde. Des milliards de dollars, gagnés sur la guerre et la chimie industrielle, travaillent maintenant au sauvetage de vies. Le mur de verre brisé se dresse encore là, à Wilmington. Les éclats acérés capturent toujours les rayons du soleil, mais maintenant, ce mur ne sépare plus les ennemis. Il sert de monument à la résilience humaine. Nous regardons souvent l'histoire du succès comme un graphique de profit. Mais Nemours nous enseigne autre chose. C'est une leçon sur le fait que même la plus profonde offense et l'isolement peuvent devenir le carburant de la miséricorde. Alfred était un vrai Jay Gatsby, un homme qui a construit un château incroyable pour un rêve d'amour. Mais si le Gatsby fictif est mort dans une poursuite stérile du passé, le vrai Alfred a trouvé en lui la force de créer l'avenir. Quand vous marchez dans les longs couloirs de Nemours aujourd'hui, vous ne voyez pas simplement un luxe muséal. Vous voyez le chemin d'un homme qui a compris la vérité principale. La fortune se transforme vraiment en poussière. Les palais se dégradent, le velours pourrit, et les corporations changent de propriétaire et oublient leur créateur. Seul ce que nous donnons aux autres est éternel. Alfred Irénée Dupont nous a laissé non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais une preuve monumentale que même des débris d'un cœur brisé, on peut construire un temple qui durera éternellement. Sa vengeance contre la famille s'est transformée en don à l'humanité. Et c'est là sa victoire principale et finale.